Je suis allé à Hawaï avec mes parents, ma sœur et mon mari. Il a dit qu'il avait besoin de sortir seul, alors je l'ai suivi. Il est entré dans une chapelle et elle était là, ma sœur, en robe blanche à ses côtés. Elle n'est pas au courant, n'est-ce pas, a dit ma sœur. Relax, a-t-il chuchoté. Ma mère a ri, elle est trop bête pour s'en apercevoir. Je me suis éloigné en silence. Lorsqu'ils sont rentrés à la maison, ils se sont figés. Sur le pas de la porte. L'hiver à Boston a cette façon de dérober la lumière du ciel bien avant que la journée ne soit réellement terminée. J'ai toujours trouvé cela beau, d'une manière mélancolique. Je me souviens de cette soirée particulière où je regardais par la fenêtre de mon bureau au 45e étage, observant les premiers flocons de neige de la saison commencer leur danse silencieuse et paresseuse vers la rue. La ville en contrebas était une tapisserie scintillante de lumière, une constellation artificielle brillante se détachant sur le violet profond et meurtri de la nuit qui s'installait. Je m'appelle Audrey, et à l'époque, j'étais Audrey Williams. Sur le papier, ma vie était le genre de réussite sur laquelle on écrit des articles. J'avais gravi les échelons à force de travail à Wall Street pour d'ailleurs devenir une analyste financière respectée, l'une des rares femmes de ma division à disposer d'un bureau d'angle. J'avais la vue, des tailleurs pantalons impeccables qui me servaient d'armure, et la réputation d'être calme et décidé sous la pression. Le léger clic de la porte de mon bureau qui s'ouvrait m'a tiré de mes pensées. C'était ma secrétaire, Patty, une charmante jeune femme aux yeux brillants et à l'avenir encore plus prometteur. Elle tenait une tasse fumante. Madame Williams, il est presque 20 heures. Je me faisais du thé et j'ai pensé que vous en aimeriez peut-être une tasse. Je me suis détourné de la fenêtre, un sourire de gratitude et de fatigue sur les lèvres. Patty, tu me sauves la vie. Merci. J'ai pris la tasse, la chaleur se diffusant dans mes mains froides. Tu devrais rentrer chez toi. Ne reste pas tard pour moi. Je finis juste 2 ou 3 choses, a-t-elle dit, sa voix empreinte de la douce bienveillance qu'elle me témoignait toujours. Mais vous avez l'air épuisé. Longue journée. Les rapports trimestriels sont toujours un calvaire, ai-je admis en buvant une gorgée d'infusion à la camomille. Mais nous y sommes presque. Eh bien, n'oubliez pas que vous avez un foyer où rentrer, a-t-elle dit avec un sourire complice avant de s'éclipser discrètement et de refermer la porte derrière elle. Ces mots sont restés suspendus dans l'air. Un foyer où rentrer. Elle avait raison. J'ai fermé mon ordinateur portable. Le bruit sec de la fermeture a résonné dans le grand bureau silencieux. En préparant ma sacoche en cuir, le poids des dossiers et de cet ordinateur coûteux me semblait plus lourd que d'habitude. J'étais passionné par mon travail. Vraiment. Il y a un frisson unique à démêler des données financières complexes, à prédire les fluctuations subtiles de l'économie, un sentiment de contrôle et de compétence dont je me nourrissais. Mais ces derniers temps, ce frisson s'estompait. Les longues heures, la pression constante, c'était un engrenage épuisant. Ce que je chérissais vraiment, ce à quoi mon cœur aspirait sincèrement à la fin d'une telle journée, c'était ma maison, mon foyer chaleureux et confortable, et l'homme qui m'y attendait, Grégory, mon mari. Le trajet en voiture pour rentrer chez moi était ma transition, mon sas de décompression. Je me frayais un chemin dans la circulation dense de la ville, la radio branchée sur une station de jazz doux, et je regardais les immenses gratte-ciel d'acier et de verre céder la place aux rues bordées d'arbres et aux maisons familières de la banlieue. Chaque mile parcouru m'apportait un peu plus de sérénité, dépouillant peu à peu l'analyste aux enjeux élevés pour révéler la femme en dessous. La femme qui voulait simplement être chez elle. Je me souviens m'être dit, en tournant dans notre rue, qu'un dîner chaud m'attendait. Grégory était un cuisinier remarquable, et il préparait toujours quelque chose de spécial les jours où je travaillais tard. Un sentiment de chaleur a envahi ma poitrine à cette pensée, chassant le froid de l'hiver. C'était ma vie, voyez-vous, une carrière trépidante le jour et une vie de famille simple et affectueuse la nuit. C'était, pensais-je avec une profonde satisfaction, l'équilibre parfait. J'avais tout ce qu'une femme pouvait désirer. Ou du moins, c'est ce que j'avais bêtement et aveuglément cru. Dès que j'ai poussé notre lourde porte d'entrée en chêne, l'odeur m'a enveloppé comme une étreinte chaleureuse. Un ragoût de bœuf mijoté au vin et aux herbes. C'était mon plat réconfortant préféré entre tous, celui dont je rêvais après une semaine éprouvante. La lueur douce des lampes projetait une lumière dorée sur le parquet, et la maison était calme, à l'exception du cliquetis discret des casseroles dans la cuisine. Je suis rentré, Grégory, ai-je appelé,
ma voix perdant l'intonation professionnelle et tranchante du bureau pour s'adoucir dans le confort tranquille d'une épouse. Ma sacoche est tombée au sol avec un bruit sourd, et j'ai retiré mes talons. Il est apparu dans l'encadrement de la porte de la cuisine, un tablier blanc propre noué sur sa chemise de travail, une cuillère en bois à la main. Une trace de farine marquait sa joue, et son sourire, ce sourire lent et magnifique, illuminait ses yeux. « Bienvenue à la maison, Audrey », a-t-il dit de sa voix grave et douce. Il s'est approché, a essuyé ses mains sur son tablier et m'a serré dans ses bras. Il sentait les épices et le foyer. « Tu as encore travaillé tard. Tu dois être épuisé. » « Un peu, ai-je admis, posant ma tête contre son épaule, m'abandonnant à son étreinte. La tension dans ma nuque et mon dos a commencé à se dissiper instantanément. Mais je me sens mieux maintenant que je suis rentré. Notre maison était notre sanctuaire. Ce n'était pas une immense demeure comme celle de certains de mes collègues, remplie d'œuvres d'art qu'ils ne comprenaient pas dans des pièces où ils n'entraient jamais. C'était un véritable foyer, une belle maison coloniale dans un quartier calme et arboré que nous avions choisi ensemble. Je n'oublierai jamais le jour où nous l'avons trouvé. Grégory avait parcouru les pièces, les yeux grands ouverts d'une admiration presque désespérée. Il avait regardé le prix, puis s'était tourné vers moi avec un sourire triste. « Audrey, elle est parfaite, mais elle est hors de ma portée. » Son salaire d'agent de crédit dans une banque locale était stable mais modeste. Il n'aurait jamais pu assumer l'hypothèque d'une telle propriété. J'avais regardé son visage cher et honnête, et sans hésiter une seconde, j'avais dit, alors c'est une bonne chose qu'elle soit à ma portée. J'ai pris en charge l'apport personnel et la majeure partie des mensualités grâce à mon salaire et mes primes. Lorsqu'il avait protesté, disant qu'il se sentait rabaissé, je lui avais simplement serré la main. C'est notre maison, Grégory. Ton nom est sur l'acte de propriété juste à côté du mien. C'est tout ce qui compte. Et je le pensais de toutes mes forces. Je lui aurais donné le monde entier. Nous avons dîné à notre petite table de cuisine, celle que nous avions dénichée dans un vide-grenier et restaurée nous-mêmes un week-end ensoleillé. Entre deux bouchées de ce délicieux ragoût, je l'écoutais me raconter sa journée. Il avait cette merveilleuse façon de broder des histoires autour de petits riens. Ce jour-là, il m'a parlé d'un jeune couple qui achetait sa première maison, tellement nerveux que leurs mains tremblaient en signant les documents de l'hypothèque. « Tu aurais dû voir leur visage, Audrey, dit-il, le visage encore animé par ce souvenir. Quand tout a été signé, la femme s'est mise à pleurer et son mari l'a simplement serrée dans ses bras. Ils étaient si heureux. Ce sont des moments comme celui-là qui font oublier toute la paperasse. J'adorais ces discussions simples du quotidien. Elles étaient mon encre dans mon monde souvent tumultueux d'actions volatiles et de clients exigeants. Ils rendaient ma vie normale, réelle, concrète. Ils me faisaient me sentir en sécurité. Il était mon roc, mon port tranquille au milieu de la tempête. Après le dîner, nous nous sommes blottis l'un contre l'autre sur le canapé. Une couverture sur les genoux, nous avons regardé une comédie idiote. Son bras m'entourait, ma tête reposait sur son épaule. Je ressentais une paix profonde. C'était à cela, pensais-je, que ressemblait la vraie richesse. Alors qu'il resservait mon verre de vin plus tard ce soir-là, Grégory a glissé comme si de rien n'était, au fait, Heather a appelé aujourd'hui. La seule évocation de son nom a suffi à faire baisser de quelques degrés la douce chaleur de la pièce. Un pincement familier m'a serré le cœur. Heather était ma sœur cadette, et notre relation était un tissu complexe d'amour, de rancœur et de devoir. Elle était magnifique, d'une beauté saisissante, le genre de femme qui semblait traverser la vie sur un nuage de charme et d'élégance naturelle. Mais sous les apparences, elle était à la dérive. Elle passait d'un emploi à temps partiel à un autre, d'une passion artistique éphémère à une autre, tout en restant entièrement à la charge financière de nos parents, Walter et Joyce. Et puisque le fonds de retraite de mes parents était soutenu par mes contributions, cela signifiait que Heather vivait par extension à mes dépens. Mes parents l'avaient toujours couvé. Il en avait toujours été ainsi depuis notre enfance. Je me souviens très bien d'un Noël. J'avais 12 ans et je réclamais un vrai coffret de chimie. La science me passionnait, je voulais comprendre comment les choses fonctionnaient. Heather, qui avait 10 ans, voulait une poupée en porcelaine hors de prix repérée dans un catalogue de luxe. Le matin de Noël, elle a eu la poupée. J'ai eu un pull classique et un livre sur les femmes de science. Un coffret de chimie est trop dangereux, Audrey, m'avait dit mon père. Et d'ailleurs,
ce livre est bien plus instructif. Heather était la jolie fille délicate qu'il fallait choyer et gâter. J'étais l'intelligente, la responsable, celle de qui l'on attendait qu'elle comprenne. Qu'est-ce qu'elle voulait, ai-je demandé en essayant de garder un ton neutre. J'ai fait tourner le vin rouge foncé dans mon verre, observant la façon dont il glissait sur les parois. C'est au sujet de ce voyage à Hawaï que préparent tes parents, dit-il en se réinstallant sur le canapé. Ils aimeraient que nous venions tous. Toute la famille, le mois prochain. J'ai arrêté de faire tourner mon verre. Je l'ai posé lentement sur la table basse. C'est la première fois que j'en entends parler. Évidemment. Il n'allait pas m'appeler, moi qui avais une carrière prenante et le chéquier, pour me demander si le moment était opportun. Il passerait par Heather, le centre affectif de leur univers. Il passerait par Gregory, mon mari au grand cœur, qui cherchait toujours à voir le bon côté chez les gens. Walter et Joyce ont vraiment l'air de vouloir des vacances avec toute la famille, dit doucement Gregory. Il avait ce ton posé et raisonnable avec lequel il m'était si difficile de rivaliser. Mais un sourire amer que je ne pus réprimer est apparu sur mes lèvres. Des vacances avec toute la famille, ai-je répété, ces mots ayant un goût de cendre. Laisse-moi deviner. Heather se sent à nouveau fragile psychologiquement et a besoin de repos. Gregory eut la décence de paraître un peu gêné. Elle traverse une période difficile, Audrey. Sa vie d'adulte entière est une période difficile, Gregory. Parce qu'elle n'a jamais eu à assumer la moindre conséquence réelle de ses actes. J'ai soupiré, abandonnant le combat. C'était une vieille dispute, une vieille blessure. Mes parents adoraient Heather. Avec moi, ils étaient stricts, presque exigeants. Mes bourses d'études, mon diplôme d'une grande université, ma brillante carrière, ils prenaient tout cela pour acquis. Ils ne m'ont jamais exprimé de réelle gratitude pour toutes ces années où j'avais discrètement payé leurs impôts fonciers, ni pour les virements bancaires destinés à couvrir leurs frais médicaux croissants après l'opération du cœur de mon père. J'étais la fille solide, le plan d'épargne sur pattes. Heather était l'enfant spécial et fragile. Je vois, ai-je dit d'une voix atone. Et qui va payer pour cette escapade tropicale? Gregory a détourné les yeux, fixant ses mains. Eh bien, ils ne l'ont pas formulé ainsi, mais il est sous-entendu que. Point que ce sera nous, ai-je fini pour lui. J'ai expiré lentement. Je connaissais le scénario par cœur. Les jours suivants, j'ai tenu bon. Gregory, je suis en plein milieu d'une révision majeure de portefeuille, lui ai-je dit au petit déjeuner. Le moment est très mal choisi. Le lendemain, j'ai un nombre limité de jours de congé et j'espérais que nous pourrions faire un voyage, juste tous les deux, plus tard dans l'année. Et pourtant, il s'est montré persistant, à sa manière douce et implacable. Il ne contestait pas, ne haussait pas le ton. Il se contentait de saper mes défenses. Un soir, il est venu derrière moi alors que j'étais debout près du comptoir de la cuisine, faisant défiler mes courriels professionnels sur mon téléphone. Il a commencé à me masser les épaules, ses doigts vigoureux dénouant les tensions. « Chérie, pense-y » a-t-il murmuré, son souffle chaud contre mon oreille. Des plages désertes, des météos couchés du soleil. Un vrai repos. Tu le mérites. Tu travailles tellement pour tout le monde. Il présentait cela comme un cadeau pour moi, une récompense pour mes efforts. C'était une tactique habile. Ce ne seront pas des vacances, Gregory, ai-je rétorqué sans lever les yeux de mon écran. Ce sera une semaine passée à entendre ma mère féliciter Heather pour le simple fait de respirer, tandis que mon père me demandera des conseils boursiers pour ensuite ignorer mes avis. Nous nous amuserons de notre côté, a-t-il promis, ses mains poursuivant leur massage bienfaisant. Je te le jure, juste toi et moi. Nous pourrons faire de la plongée, trouver une crique isolée. Ce sera comme une seconde lune de miel. Il était fort. Très fort. Il savait exactement quels mots employer, peignant un tableau que je souhaitais si désespérément voir réel. Un monde où ma famille fonctionnait normalement, où des vacances étaient vraiment reposantes. Le coup de grâce est venu de ma mère. Elle m'a appelé au bureau, sa voix mêlant douceur mielleuse et culpabilisation. Audrey, ma chérie. Heather attend ce voyage avec tellement d'impatience. Elle a le moral si bas ces temps-ci. Et elle se dit que passer un peu de temps avec sa grande sœur lui ferait le plus grand bien. C'était du chantage affectif, pur et simple, et elle y excellait. Ce soir-là, vaincu, j'ai annoncé à Gregory que nous partions.
Je me suis installé à mon bureau et j'ai ouvert le site web de l'hôtel. Les tarifs étaient astronomiques. J'ai réservé la suite face à l'océan pour nous et 2 chambres de luxe pour mes parents et Heather. Au moment d'entrer mes coordonnées de carte bancaire, une vague de rancœur m'a envahi, si forte qu'elle m'a donné le vertige. C'est pendant cette semaine de préparatifs que j'ai commencé à remarquer des détails. Des petits riens. J'ai surpris Grégory au téléphone dans la pièce d'à côté, je l'ai entendu rire et dire « Ne t'en fais pas, Heather. Je m'occupe d'Audrey. Elle finira par céder. » Sur le moment, j'ai pensé qu'il jouait simplement les bons médiateurs. Un autre soir, j'ai vu un message de sa part s'afficher brièvement sur l'écran de son téléphone. Je n'ai capté qu'un mot, quelque chose à propos du « plan ». Quand je lui ai posé la question, il m'a répondu que Heather lui demandait simplement de l'aide pour organiser une surprise pour l'anniversaire de mariage de mes parents, qui n'avait lieu que dans 6 mois. Cela paraissait plausible. Je me suis dit que je devenais paranoïaque, que le stress du travail et mes tensions familiales me faisaient voir des problèmes là où il n'y en avait pas. Il était un bon mari, un bon beau-frère. Il s'efforçait de recréer des liens que j'avais abandonnés depuis longtemps. Un voyage à Hawaï, lui ai-je dit finalement, en forçant un sourire qui ressemblait à une grimace. D'accord, partons. Le visage de Grégory s'est éclairé d'un sourire radieux et soulagé. Merci, Audrey. Tu ne le regretteras pas, il s'est levé joyeusement et s'est dirigé vers la cuisine pour nous servir un verre de vin afin de fêter cela. Et je suis resté assise là, tentant d'ignorer la petite boule d'angoisse glaciale au fond de mon estomac, un signal d'alarme silencieux que j'avais choisi d'ignorer. Le vol pour Moïse s'est déroulé exactement comme je l'avais prévu. J'avais utilisé mes miles pour nous surclasser tous en première classe, un détail que ma mère a souligné à voix haute auprès de l'hôtesse de l'air. Ma fille Audrey réussit tellement bien sa vie, a-t-elle déclaré, rayonnante. Elle s'occupe si bien de nous. Cela se voulait un compliment, mais j'avais l'impression qu'elle énonçait simplement les termes de notre échange financier. Heather a passé les 6 heures de vol à se plaindre que son siège ne s'inclinait pas assez et que le choix de film était lamentable. Grégory, d'une patience d'ange, a joué les tampons, lui apportant des oreillers supplémentaires et riant de ses plaisanteries. L'hôtel que j'avais réservé était grandiose, un havre de luxe tropical niché sur la plage de Welea. Des palmiers se balançaient sous une brise légère, et l'air embaumait le sel et les fleurs. À notre approche du grand hall en plein air, la réceptionniste nous a accueillis d'un joyeux « Aloha ». Réservation au nom de la famille Montgomery Williams, ai-je dit, avec un sourire fatigué. Bienvenue, a-t-elle dit avec un grand sourire. Nous avons la suite Ali avec vue sur l'océan pour vous, ainsi que 2 chambres de luxe communicantes avec vue sur la mer. C'est une très belle installation. En remettant ma carte de crédit pour les frais annexes, j'ai aperçu ma mère, Joyce, les yeux écarquillés devant les sols en marbre et les plafonds vertigineux. Elle souriait avec une satisfaction manifeste et condescendante. Un regard que je ne connaissais que trop bien, celui d'une personne profitant d'un luxe qu'elle estimait lui être dû. Néanmoins, j'étais résolu à ce que tout se passe bien. J'ai affiché un sourire de circonstance, me répétant que ces moments en famille étaient précieux, même si c'était moi qui finançais l'intégralité du séjour. Grégory, tu peux aider le bagagiste avec les valises, ai-je lancé à mon mari. Il se tenait un peu plus loin, près d'une grande fontaine, en pleine discussion à voix basse avec Heather. Ils étaient penchés l'un vers l'autre, leurs visages presque collés, le murmure de leur voix couvert par le bruit de l'eau. En me voyant approcher, ils se sont redressés brusquement et ont cessé de parler. Un silence soudain et embarrassé s'est installé entre eux. De quoi chuchotiez-vous tous les deux, ai-je demandé, gardant un ton léger bien que mes alarmes intérieures commençaient à s'activer. Oh, juste d'activité, a répondu Grégory, un peu décontenancé en passant une main dans ses cheveux. Heather disait qu'elle aimerait faire de la plongée avec tuba et je lui indiquai un coin sympa dont j'ai entendu parler. Heather a rapidement hoché la tête, un peu trop vite. Oui, les fonds marins. N'est-ce pas merveilleux? Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Je ressentais une tension étrange entre eux, comme un secret partagé, mais j'ai simplement acquiescé pour masquer mes soupçons. Oui, c'est merveilleux. Après nous être installés dans nos superbes chambres, nous nous sommes retrouvés pour un déjeuner tardif au restaurant de plage de l'hôtel. Depuis la terrasse, la vue sur l'océan d'un bleu éclatant était extraordinaire. C'est absolument ravissant, s'est exclamée ma mère après sa première gorgée d'un cocktail hors de prix. Audrey, merci infiniment d'avoir permis ce voyage.
J'étais si surprise par cette rare marque de gratitude que j'en suis resté un instant sans voix. Je t'en prie, maman. Heather avait vraiment besoin de ce repos, a expliqué mon père, Walter, comme pour justifier la dépense. Elle est si fragile émotionnellement ces derniers temps. Ce séjour à Hawaï devrait lui remonter le moral. C'est vrai, a approuvé Joyce en tapotant la main de Heather. Heather est une enfant sensible. Elle a une âme d'artiste. Elle ressent les choses plus intensément que le commun des mortels. Elle a besoin d'égards particuliers. Je n'ai pu m'empêcher de faire la grimace en fixant mon verre d'eau. Il la qualifiait toujours de « spéciale », l'entourant d'une protection excessive et étouffante, comme s'il s'agissait d'une poupée de porcelaine fragile. Pendant ce temps, mes difficultés et mes réussites étaient simplement considérées comme normales. J'étais le cheval de trait infatigable. Elle était la licorne délicate. « Tu es d'accord, n'est-ce pas, Grégory ?» a demandé Walter, se tournant vers mon mari pour obtenir son approbation. « Évidemment », a répondu Grégory aussitôt, sans la moindre hésitation. Il a regardé Heather avec un air de profonde bienveillance. Heather a besoin de temps pour se reposer et se retrouver. J'ai senti un léger frisson malgré la chaleur du soleil hawaïen. Depuis quand Grégory était-il devenu le premier défenseur de ma sœur? Depuis quand se souciait-il de la voir, se retrouver? Il n'avait jamais été particulièrement complice auparavant. Quelque chose clochait, profondément. Ce paradis de cartes postales commençait à ressembler à une contrefaçon très bien exécutée. Le lendemain matin, nous devions tous passer la journée à la plage. Nous avions prévu de louer une cabane, de déjeuner sur place et peut-être même de nous essayer au paddle. Nous étions devant le buffet du petit déjeuner, chargeant nos assiettes d'ananas, de papaye et de viennoiseries, lorsque Grégory, resté silencieux toute la matinée, s'est soudainement levé. « Je suis désolé tout le monde », dit-il en pliant sa serviette pour la poser sur la table. Il semblait mal à l'aise, le regard fuyant. « Je viens d'avoir un appel urgent de la banque. » J'ai levé les yeux vers lui, ma fourchette à mi-chemin de ma bouche, un morceau de mangue suspendu en l'air. « Un appel de la banque ? Il est 7 heures du matin à Boston et nous sommes à Hawaï. » L'excuse paraissait infondée, illogique. « Tu n'es pas en vacances ? » « Si, bien sûr, mais c'est un problème important avec un client, » répondit-il, et j'ai remarqué qu'il évitait mon regard. Il fixait un point situé juste derrière mon épaule. Un souci avec un prêt commercial important. C'est complexe, je dois participer à quelques réunions téléphoniques pour régler cela. Ça pourrait prendre quelques heures. Il s'est penché et m'a serré brièvement l'épaule d'un geste sec. Je reviens dès que possible. Allez-y, devancez-moi à la plage. Il s'est éloigné d'un pas rapide avant que je ne puisse poser une autre question. Après son départ, un silence pesant s'est installé autour de la table. J'ai fini par le rompre en me tournant vers mes parents. Ce n'est pas bizarre? Le travail de Grégory n'est pas comme le mien. Il n'a pas de clients à l'international. Je n'arrive pas à imaginer une urgence qui exigerait sa présence immédiate pendant des vacances prévues de longue date. Oh, Audrey, tu es trop méfiante, a soupiré ma mère, tapotant ses lèvres de sa serviette avec cette délicatesse affectée. Toujours à imaginer le pire. C'est ton problème. Tu analyses tout à l'excès. Maman a raison, a ajouté Heather d'un ton mielleux et hypocrite. Grégory est simplement un homme responsable. Il est dévoué à son travail. Tu devrais être fier de lui au lieu de lui faire passer un interrogatoire. Sa défense fut immédiate et farouche, ce qui en soi était suspect. Je me suis tu, hochant la tête machinalement, mais une véritable angoisse commençait à s'installer en moi. Leur front uni, leur empressement a balayé mes doutes pourtant légitimes. Tout cela semblait répété. Je me suis excusé auprès de la table, prétextant avoir oublié ma crème solaire dans la chambre. Une fois revenu dans le calme frais de notre suite, j'ai fermé la porte et je me suis appuyé contre elle, sentant mon cœur s'accélérer. J'ai sorti mon téléphone, mes doigts tremblant légèrement tandis que je cherchais le numéro du standard de l'employeur de Grégory, la First National Bank. Il m'a fallu un instant pour le trouver. J'ai pris une grande inspiration pour raffermir ma voix et j'ai composé le numéro. Un répondeur automatique chaleureux a décroché, et j'ai suivi les instructions jusqu'à obtenir une réceptionniste humaine. Bonjour, First National, Brenda à l'appareil. Que puis-je faire pour vous? Bonjour, Brenda, ai-je dit, en m'efforçant de paraître naturel.
Je m'appelle Audrey Williams, l'épouse de Gregory Williams. J'ai une question rapide. Je sais qu'il est en vacances, mais il a une urgence professionnelle concernant un prêt important, et je voulais juste savoir s'il y avait un message à lui transmettre de votre part. Monsieur Williams. Brenda a marqué un temps d'arrêt, et j'ai entendu le cliquetis discret d'un clavier. Voyons voir. D'après nos dossiers, madame, monsieur Williams est bien en congé autorisé cette semaine. Je ne vois aucune alerte ni dossier urgent en attente pour lui. Son message d'absence renvoie toutes les demandes vers son responsable. J'ai expiré d'un coup. Il n'y a donc aucune urgence? Non, madame. Pas à ma connaissance. Tout est calme de son côté. Puis-je vous aider pour autre chose? Non, ai-je murmuré. Ce sera tout. Merci. J'ai raccroché. Je suis resté planté là, au milieu de cette suite luxueuse, le téléphone pesant comme une pierre glacée dans ma main. Il avait menti. Ce n'était plus un soupçon, c'était une certitude. Gregory m'avait regardé droit dans les yeux pour me débiter un mensonge éhonté et calculé. La question n'était plus de savoir pourquoi. C'était de savoir où il se trouvait et ce qu'il faisait ou avec qui il était pour échafauder une telle mise en scène. À l'heure du déjeuner, Gregory n'était toujours pas revenu. I sat on the terrace with my family trying to pretend everything was normal, that he wasn't being eaten alive from the inside out. J'ai picoré une salade Cobb de prix, dont les couleurs vives semblaient se moquer de la tempête sombre qui faisait rage en moi. Mes parents et Heather discutaient joyeusement, riant d'un vieux souvenir de vacances, comme si l'absence prolongée de Gregory ne les effleurait même pas. Leur détachement était un signal d'alarme flagrant. Ce n'était pas normal. Des proches bienveillants se seraient inquiétés, auraient posé des questions. Tout cela n'était qu'une comédie, et ils jouaient de manière désastreuse. Soudain, une sonnerie de notification a retenti depuis le sac de plage de Heather, suspendu au dossier de sa chaise. « Heather, c'est ton téléphone », ai-je dit, d'un ton plus sec que je ne l'aurais voulu. Elle a sursauté, puis s'est empressée de fouiller dans son sac pour en sortir l'appareil. Pendant une fraction de seconde, alors qu'elle inclinait l'écran pour lire le message, mes yeux, habitués à capter des données en un millième de seconde, ont intercepté l'aperçu sur l'écran de verrouillage, tout est prêt pour aujourd'hui. J'ai hâte. Le nom de l'expéditeur tenait en une seule lettre, G. Mon sang s'est glacé dans mes veines. J'ai eu l'impression qu'on me jetait un seau d'eau glacée sur la tête. Heather a rapidement plaqué son téléphone contre sa poitrine, ses joues prenant une teinte rouge de culpabilité. « Ce n'est rien », dit-elle sur la défensive, son regard fuyant le mien avec anxiété. « Juste des détails pour le voyage. » J'ai soutenu son regard, mon visage restant parfaitement impassible. « De la part de qui ? » Justin. « Un guide de voyage », a-t-elle bafouillé, ses joues s'empourprant davantage. « Il étudie des propositions d'excursion pour nous. » J'ai hoché la tête lentement, sans un mot. Je n'ai pas insisté. Je ne l'ai pas contredite. Je ne voulais pas abattre mes cartes. Mais en moi, un ouragan commençait à se déchaîner. J'ai été presque à coup sur Gregory. Et de quels préparatifs parlait-il? Quelles options? Tout s'emboîtait. Les chuchotements, les mensonges, les messages secrets. Ce n'était plus de simples fissures dans les apparences. Les fondations mêmes de ma vie, de mon mariage et de ma famille s'effondraient sous mes yeux. J'ai bu une gorgée de thé glacé, la fraîcheur du verre contrastant avec la colère qui me brûlait la poitrine. Puis j'ai regardé ma maman, mon papa, ma sœur. Leurs visages simulaient une parfaite innocence. Et à cet instant, j'ai acquis une certitude absolue, ils étaient tous de mèche. Quoi que ce soit, ils étaient au courant. Ils étaient ses complices. Je me suis adossé à ma chaise, d'un calme olympien. Mon esprit d'analyste, cette part de moi qui garde la tête froide dans l'urgence, reprenait les rênes. L'émotion était une faiblesse. J'avais besoin de données, de preuves. Vous savez, ai-je glissé, d'une voix dangereusement calme qui tranchait avec l'ambiance joyeuse autour de nous, si Gregory dit qu'il doit encore s'absenter seul demain, je vais le suivre. Ma mère, Joyce, a eu un soupir outré en portant la main à sa poitrine. Audrey, quelle chose affreuse à dire. Suivre ton propre mari. C'est de la folie. Un mariage repose sur la confiance. Maman a raison, Audrey,
a renchéri Heather d'une voix douce et insinuante de serpent. Tu es paranoïaque. Tu laisses la pression de ton travail te monter à la tête. Tu as besoin de te détendre. Mais ce n'était pas de la paranoïa. C'était de l'intuition. Une conviction intime si forte qu'elle en devenait physique. Quelque chose clochait profondément, et j'allais découvrir de quoi il s'agissait. S'il n'y a rien à cacher, ai-je dit en plantant mon regard dans celui de Heather, lui lançant un défi muet, alors cela ne pose aucun problème, n'est-ce pas? C'est elle qui a détourné les yeux la première. Le soleil du matin jetait une lumière dorée éclatante, presque provocante de gaieté, sur l'océan à Maui, mais je n'avais pas fermé l'œil de la nuit. J'étais resté allongé là, immobile, observant le soulèvement régulier de la poitrine de Grégory à mes côtés. Ce visage de l'homme que je croyais connaître, si paisible dans son sommeil, n'était plus que le masque d'un étranger. J'avais passé ces heures sombres et solitaires non pas à me lamenter, mais à planifier méticuleusement ma riposte. J'étais une analyste après tout, et c'était l'analyse la plus importante de mon existence. Au petit déjeuner, la comédie a repris. Grégory consultait nerveusement son téléphone toutes les quelques secondes, sa jambe s'agitant sous la table. « Désolé tout le monde », finit-il par annoncer en s'éclaircissant la gorge et en évitant mon regard. « J'ai encore une course professionnelle à faire aujourd'hui. Même problème qu'hier. Ils ont besoin que j'aille signer des documents en personne dans une agence partenaire. » Le mensonge devenait de plus en plus élaboré, de plus en plus désespéré. Je l'ai regardé, le visage neutre. Quel genre de démarche, Grégory? C'est compliqué. Une question juridique. Un problème que je n'ai pas pu régler par téléphone hier, dit-il de manière évasive. Je dois m'absenter un moment. Je serai de retour dans l'après-midi, je te le promets. J'ai jeté un coup d'œil à mes parents et à Heather. Ils n'ont rien dit. Ils ont continué à manger leurs pancakes en les arrosant de sirop de coco comme si de rien n'était. Comme s'ils s'y attendaient. Grégory, ai-je dit d'une voix basse et ferme, un avertissement clair qu'il a choisi d'ignorer, si tu es en train de me mentir, dis-le-moi franchement maintenant. Il a froncé les sourcils, une lueur d'agacement dans les yeux. Il mentait très mal, et il s'énervait que je remette en question ses piètres mensonges. De quoi tu parles? Je vais juste régler un problème de boulot. Tu peux laisser tomber, s'il te plaît? Mon père s'est éclairci la gorge bruyamment. Une manœuvre classique de diversion. Audrey, ça suffit. Fais confiance à ton mari. Cette méfiance n'est pas saine. C'est vrai, a renchéri ma mère sur un ton sec et réprobateur. Tu attends toujours le pire chez les gens. C'est pour ça que tu ne sais pas être heureuse. Je n'ai plus rien dit, mais ma détermination est devenue solide comme le diamant. J'ai hoché la tête en silence et j'ai fini mon repas. Après que Grégory m'a embrassé pour me dire au revoir, un baiser rapide et sec sur la joue qui m'a fait l'effet d'un souffle glacé et s'en est allé, j'ai attendu précisément 10 minutes. Puis je me suis levé. Je vais faire les magasins à Waller Village, ai-je annoncé à mes parents. Ils ont paru visiblement soulagés. Oh, c'est une excellente idée. Amuse-toi bien, ma chérie, a dit mon père. Heather a forcé un sourire crispé, j'espère que tu trouveras de jolis souvenirs. Je suis retourné dans ma chambre, mais je n'ai pas pris mon sac de shopping. À la place, j'ai enfilé de grandes lunettes de soleil de marque et un chapeau à large bord acheté à la boutique de l'hôtel. Un déguisement. Cela me semblait ridicule, digne d'un film, mais j'étais résolu à ne pas me faire repérer. Lorsque je suis sorti du hall de l'hôtel d'un pas rapide, j'apercevais encore la silhouette de Grégory au loin. Il descendait rapidement l'avenue de la plage, se dirigeant vers une station de taxi. Je me suis caché derrière un grand palmier en pot décoratif, le cœur battant à tout rompre, en attendant qu'il monte dans une voiture. Dès que son taxi a démarré, je suis sorti de ma cachette et j'ai hélé le suivant. Je me suis glissé sur la banquette arrière, le sky collant à ma peau. J'ai dit d'un ton pressant, vous voyez ce taxi là-bas? Le jaune? Suivez-le, s'il vous plaît. Le chauffeur, un Hawaïen d'un certain âge au visage buriné et au regard bienveillant, a haussé un sourcil en m'observant dans le rétroviseur. On joue au détective. Madame, cela pose-t-il un problème? J'ai répondu froidement, à bout de patience, absolument pas, aucun souci, a-t-il dit en haussant les épaules d'un air décontracté tout en s'insérant avec adresse dans la circulation. C'est assez fréquent à Hawaï. C'est un endroit romantique,
il s'y passe toutes sortes d'histoires. Dites-moi simplement où aller. Nous avons suivi le taxi de Grégory pendant une vingtaine de minutes vers le nord, nous éloignant des complexes hôteliers impeccables pour nous enfoncer dans une partie plus calme et résidentielle de l'île. Le paysage de terrain de golf parfait a cédé la place à un assemblage de petites maisons et d'une végétation luxuriante et sauvage. Enfin, le taxi de Grégory s'est arrêté devant une charmante petite église blanche, perchée sur une colline dominant l'océan étincelant. Un panneau de bois sculpté indiquait simplement « Chapelle McKenna ». « Attendez-moi ici, s'il vous plaît », ai-je dit au chauffeur en lui tendant une liasse de billets qui couvrait largement la course et son attente. Je n'en ai pas pour longtemps. Je suis descendu de voiture, les jambes tremblantes, comme si elles étaient de coton. Je me suis caché derrière un massif d'hibiscus en fleurs de l'autre côté de la rue, et j'ai regardé Grégory, mon mari, réajuster sa chemise, passer une main dans ses cheveux, gravir les marches et disparaître à l'intérieur de la chapelle. Mon souffle s'est coupé. C'était le moment de vérité. Dès qu'il fut entré, j'ai pris une profonde inspiration tremblante et j'ai traversé la rue. L'air était saturé de l'odeur sucrée, presque écœurante, du frangipanier, un parfum dont je savais à cet instant précis que je le détesterais pour le restant de mes jours. Mon cœur battait si fort que j'entendais ses pulsations affolées dans mes oreilles, comme un rythme lancinant d'angoisse et de révélation. Je me suis glissé le long du mur blanc de l'église, mes mouvements lents et calculés, tel un prédateur traquant sa proie. J'ai jeté un coup d'œil à travers les vitraux. Le verre coloré déformait la vue, mais je distinguais des silhouettes à l'intérieur. Un petit groupe de personnes. Mes mains tremblaient, alors j'ai serré mes paumes l'une contre l'autre pour me calmer. J'ai trouvé une petite porte latérale, entrebâillée, probablement laissée ouverte pour laisser entrer la brise marine. Reprenant une dernière inspiration saccadée pour me donner du courage, je me suis glissé silencieusement à l'intérieur, plaquant mon corps dans les ombres fraîches et sombres de l'entrée. Et le spectacle qui s'est offert à mes yeux a coupé mon souffle, arrêté mon cœur et brisé ma vie entière en un million de morceaux irréparables. Là, debout devant l'autel, baigné par la lumière douce et multicolore qui filtrait à travers le vitrail derrière eux, se tenait Heather, ma sœur. Elle portait une superbe robe de mariée blanche, simple, qui épousait sa silhouette. Des petites fleurs blanches étaient tressées dans ses cheveux, et à ses côtés, vêtu d'un smoking noir impeccable, se tenait Grégory, mon mari. Ils se tenaient la main, se souriant l'un à l'autre tandis qu'un homme qui semblait être un pasteur lisait un livre. Et assis sur le premier banc, rayonnant d'une fierté presque béate, se trouvaient mes parents. Ma mère, Joyce, essuyait une larme de joie au coin de son œil avec un mouchoir en dentelle. Mon père, Walter, observait la scène avec un sourire satisfait, comme s'il s'agissait du plus beau jour de sa vie. Je me suis reculé contre le mur de pierre froid, dissimulé dans la pénombre du narthex. Un vertige m'a prise, et j'ai dû m'appuyer contre la paroi pour ne pas tomber. Je me suis penché juste assez pour entendre leur voix, portée par l'air calme et sacré de la chapelle. Elle n'est pas au courant, n'est-ce pas? C'était la voix de Heather, anxieuse et aiguë, un chuchotement enfantin qui m'a crispé les nerfs. Ne t'en fais pas, relax, répondit Grégory en lui serrant la main. Sa voix était ce murmure doux et rassurant que je connaissais si bien. Une voix qui m'avait répété qu'il m'aimait des milliers de fois. Une voix qui avait promis de me chérir dans la santé comme dans la maladie. Elle ne se doute de rien. Elle est si distraite, tellement absorbée par son travail qu'elle ne s'en rendra jamais compte. Ma mère a ri. Un rire court, sec et vil qui profanait ce lieu sacré. Audrey a toujours la tête pleine de dossiers et de chiffres. Elle est bien trop bête pour s'en apercevoir. Qu'est-ce qui se passe après le mariage, a demandé mon père, Walter, d'un ton pragmatique. La voix de Grégory est devenue froide, calculatrice. La voix d'un analyste, pas d'un amant. Un ton que je ne lui avais jamais entendu. D'abord, je vais demander le divorce. Je jouerai les victimes, je dirai que nous nous sommes éloignés, que sa carrière passait toujours en premier. Elle est si fière qu'elle cédera sans faire d'esclandre public, juste pour régler ça rapidement et discrètement. Notre contrat de mariage est fragile, Lorraine l'avait pourtant prévenu. Nous récupérons au moins la moitié des liquidités d'Audrey. Son portefeuille d'actifs se chiffre en millions. Ensuite, nous irons nous installer à New York, a ajouté Heather, la voix excitée comme une enfant. J'ai toujours rêvé de vivre à Manhattan. Et nous n'aurons plus à nous soucier de nos vieux jours, a dit joyeusement ma mère. Audrey ne nous abandonnera pas, même après un divorce.
Elle a trop le sens du devoir. Elle se sentira coupable et continuera de payer l'hypothèque de notre maison. Nous serons à l'abri. Lorsque ton mariage avec Heather sera rendu public, cela ruinera la réputation d'Audrey au sein de son entreprise, a ajouté mon père, une satisfaction cruelle dans la voix. Un scandale pareil, se faire tromper avec sa propre sœur. Elle sera humiliée. Elle ne pourra pas résister à nos exigences. Tout mon corps tremblait de façon incontrôlable, un séisme intérieur violent et silencieux. Mais mes yeux étaient froids et lucides. L'analyste en moi, celle qui se surpasse dans l'urgence, a repris le dessus. J'ai sorti lentement et prudemment mon smartphone de mon sac. Mes gestes étaient fluides, inaudibles. J'ai lancé l'enregistrement sur l'application dictaphone. Puis je suis passé à l'appareil photo et, à travers un petit espace entre une statue et un pilier, j'ai commencé à filmer. J'ai fait un zoom sur leurs visages souriants et traîtres alors qu'ils échangeaient des vœux qu'ils n'avaient aucun droit de prononcer. « Qu'est-ce que tu crois qu'Audrey fait en ce moment ?» a demandé Heather avec un petit rire malicieux. Grégory a haussé les épaules, un sourire arrogant aux lèvres. Elle est probablement assise au bord de la piscine de l'hôtel, à s'inquiéter pour mon urgence professionnelle. Elle se croit si intelligente, mais elle est en fait très facile à berner. C'est pour ça que je l'ai épousée, pour son salaire et son futur héritage de ses grands-parents. Elle était un investissement, et le moment est venu pour cet investissement de rapporter. Une colère froide et pure, différente de tout ce que j'avais pu ressentir, a envahi mon cœur, figeant ma souffrance brûlante. Mais aucun sentiment ne transparaissait sur mon visage. Mon esprit s'activait déjà, calculant et planifiant ma prochaine action. Ils n'avaient aucune idée de qui ils avaient affaire. Ils allaient bientôt l'apprendre. Je suis resté 5 minutes de plus, mon téléphone tenu d'une main aussi ferme que celle d'un chirurgien. J'ai enregistré chaque vœu, chaque mensonge. Je les ai filmés en train d'échanger de simples alliances en or qu'ils avaient probablement achetées avec mon argent. Je les ai filmés en train de s'embrasser devant l'autel, parodie grotesque d'un moment sacré. J'ai filmé mes parents, Walter et Joyce, applaudissant les larmes aux yeux. Une fois certaine d'avoir réuni des preuves plus que suffisantes, irréfutables et accablantes devant la justice, je me suis éclipsé discrètement par la porte latérale. L'odeur sucrée et entêtante du frangipanier m'a reprise, et j'ai ressenti un haut le cœur. J'ai descendu les marches de pierre d'un pas régulier et mesuré, puis j'ai traversé la rue. Le chauffeur de taxi m'a vu approcher et a démarré le moteur. Je suis monté sur la banquette arrière et j'ai refermé la portière. « Ramenez-moi à l'hôtel, s'il vous plaît », ai-je dit. Ma voix était calme, d'un calme effrayant. « Est-ce que tout va bien, madame ?» a demandé le chauffeur, ses yeux bienveillants m'observant dans le rétroviseur avec une réelle inquiétude. « Vous êtes pâle, comme si vous aviez vu un fantôme. »« Oui », ai-je répondu d'une voix dénuée de tout tremblement, sans laisser transparaître le cataclysme qui venait de se produire. « Tout va bien. » J'ai regardé par la vitre les palmiers défiler, ce ciel bleu éclatant qui semblait se moquer des ténèbres qui venaient d'engloutir ma vie. Je dois juste apporter quelques changements importants à mes projets d'avenir. Il a hoché la tête, comprenant qu'il ne devait pas poser d'autres questions. Nous avons fait le reste du trajet en silence. Dans mon esprit, la douleur commençait déjà à se cristalliser, à se transformer. La part de moi douce et blessée, l'épouse aimante et la fille dévouée, était morte dans cette église. À sa place, autre chose était en train de naître. Quelque chose de dur, de tranchant et de puissant. Il me croyait stupide. Il me prenait pour une tirelire. Il pensait que je m'effondrerais en larmes. Il m'avait sous-estimé. Ils ignoraient que l'esprit capable de prédire les fluctuations des marchés financiers mondiaux pouvait aussi orchestrer une chute d'un genre bien différent, et très personnel. Ils venaient de réaliser le pire investissement de leur vie. Et j'allais le leur faire payer au prix fort. Si vous m'avez écouté jusqu'ici, cela me ferait extrêmement plaisir si vous pouviez aimer cette vidéo et simplement laisser le chiffre 1 en commentaire ci-dessous. Cela me permet de savoir que vous êtes toujours là, à m'accompagner dans cette aventure. Votre soutien m'est d'une grande aide, alors s'il vous plaît, écrivez un 1 pour que je puisse vous voir. Et maintenant, laissez-moi vous raconter la suite. De retour à l'hôtel, j'ai traversé le hall somptueux, le dos bien droit, l'expression sereine. J'ai adressé un salut poli au concierge qui m'appelait par mon nom. Je suis monté par l'ascenseur en verre jusqu'à notre étage, mon reflet m'offrant le visage d'un spectre pâle mais résolu.
Je suis entré dans notre suite et j'ai verrouillé la porte derrière moi avec un clic ferme. Pendant un instant, je suis resté là, dans l'entrée, le silence de la pièce pesant sur moi. J'ai regardé le lit king size aux draps blancs impeccables, ce lit que j'avais partagé avec ce monstre. J'ai vu ses vêtements qui débordaient de sa valise ouverte sur le porte-bagages, une chemise hawaïenne criarde qu'il avait achetée la veille, et je n'ai rien ressenti. La douleur n'était plus qu'un bourdonnement lointain, totalement effacé par un sentiment de détermination froid et limpide. Le temps des larmes et du chagrin viendrait plus tard. Peut-être. Pour l'instant, l'heure était à l'action. Je me suis approché du bureau, je m'y suis assise et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Mes doigts ont survolé le clavier, mes mouvements étant précis et efficaces. Il n'y avait aucune hésitation. Je savais exactement ce qu'il fallait faire. Le premier courriel était adressé à mon avocate, Lorraine Vance. Nous étions amis depuis l'université, et c'était l'avocate spécialiste des divorces la plus redoutable et la plus impitoyable de Boston. Elle détestait les tricheurs et les profiteurs. Elle était parfaite. Objet, action en justice urgente requise, Williams contre Williams. Lorraine, j'ai besoin de conseils juridiques urgents et d'une action immédiate. Je détiens des preuves vidéo et audio irréfutables montrant mon mari Gregory Williams en train de tenter de commettre un acte de bigamie avec ma sœur Heather Montgomery. J'ai également la preuve d'une entente entre Gregory, Heather et mes parents Walter et Joyce Montgomery pour me spolier de mes biens lors d'un divorce planifié. S'il te plaît, examine immédiatement les fichiers chiffrés ci-joints. Prépare la procédure de divorce aux conditions les plus avantageuses pour moi. Je veux le laisser sans rien d'autre que les vêtements qu'il porte sur le dos. De plus, conseille-moi sur la méthode légale la plus rapide pour cesser tout soutien financier à mes parents. Je t'appellerai depuis une ligne sécurisée demain matin à 9 h, heure normale de l'Est, pour définir notre stratégie. Amicalement, Audrey. J'ai créé un dossier chiffré, y ai versé les fichiers compromettants de mon téléphone et les joints au message. Cliquez sur Envoyer. Le deuxième courriel était adressé à mon banquier privé, un homme discret nommé Bill Wexler qui gérait mon portefeuille depuis des années. Je ne me cachais pas par honte. Je me cachais parce que je voulais être jugé sur mon travail, et non sur l'histoire que ma famille racontait sur moi depuis 15 ans. Objet, blocage immédiat des comptes joints. Je n'ai pas hésité une seconde. Je savais que Gregory essaierait de vider nos comptes dès qu'il s'apercevrait que j'étais au courant. C'était une attaque préventive, un bouclier pour protéger ce que j'avais mis tant d'ardeur à construire. Mon troisième message était destiné à l'agence de voyage. J'ai annulé nos billets de retour et réservé une place pour moi-même sur le premier vol disponible pour Boston ce soir-là. J'ai laissé leurs billets inchangés. Qu'ils profitent de leur lune de miel. Ils auraient bien besoin de se détendre pour affronter ce qui les attendait à leur retour. Enfin, j'ai envoyé un message à la directrice des ressources humaines de mon entreprise. Objet, retour anticipé de congé. Lisa, en raison d'une grave urgence familiale personnelle, je dois écourter mes vacances. J'ai réservé un vol de nuit pour Boston ce soir. Je serai de retour au bureau pour reprendre mes fonctions dès ce lundi. Merci de votre compréhension, Audrey. Cliquez sur Envoyer. Une fois les messages envoyés, j'ai ouvert ma valise et j'ai commencé à faire mes bagages. Je me déplaçais avec une efficacité mécanique et détachée. Je n'ai plié que mes propres vêtements, emporté que mes affaires de toilette, mes livres, mon ordinateur. Je n'ai pas touché à ces affaires. J'ai aperçu un cadre photo de nous deux sur la table de chevet, pris lors de notre premier anniversaire de mariage. Nous sourions, heureux. Je l'ai pris, j'ai contemplé le visage de l'homme que j'avais tant aimé, et j'ai ressenti un léger pincement. De la pitié, peut-être, pour la femme que j'étais alors. J'ai posé le cadre face contre table. Tout en faisant mes bagages, j'ai esquissé un mince sourire, amer et sans joie. Ils ne me connaissaient pas vraiment. Ils ne connaissaient que la version de moi que je choisissais de leur montrer, la fille dévouée, l'épouse aimante et généreuse. Ils n'avaient aucune idée de l'analyste calme et calculatrice capable de liquider un actif toxique et déficitaire sans la moindre hésitation. Et c'était exactement ce qu'ils étaient tous devenus, un actif toxique. Vous n'avez pas choisi la bonne personne à doubler, ai-je murmuré à la pièce vide et silencieuse, tournant le dos au magnifique océan de Moïse visible par la fenêtre. J'ai laissé un mot court à la réception, adressé à ma famille. J'ai dû partir plus tôt en raison d'une urgence professionnelle. Profitez bien du reste de vos vacances.
C'était tout. Juste ce message froid, simple et plausible. Qu'ils profitent de leur lune de miel. La réalité les attendrait de pied ferme à leur retour. Le vol de nuit pour Boston s'est déroulé dans une atmosphère étrange et surréaliste. Tandis que les autres passagers dormaient ou regardaient des films, j'étais assise avec un bloc-notes et un stylo, mon ordinateur ouvert sur la tablette. Je ne me suis pas reposé. Je fixais par le hublot la mer de nuages d'un noir d'encre et j'endurcissais mon cœur, planifiant méticuleusement chaque étape de mon offensive sur plusieurs fronts. Ce n'était pas une simple vengeance affective. C'était un démantèlement stratégique, et je n'allais rien négliger. En arrivant chez moi, non, dans ma maison, je n'ai même pas pris le temps de dormir. J'ai pris une douche, j'ai enfilé l'un de mes tailleurs les plus stricts et je me suis dirigé vers le cabinet de Lorraine Vance en centre-ville. Elle m'attendait, un dossier ouvert sur son bureau, une colère froide dans le regard. « Audrey, j'ai examiné les fichiers, dit-elle, la voix tendue par l'indignation. Cela fait 20 ans que je fais ce métier, et je croyais avoir tout vu. C'est monstrueux. Ce n'est pas de l'infidélité ordinaire. C'est une conspiration calculée et préméditée en vue de commettre une fraude. Nous pouvons l'anéantir. » « Parfait, ai-je répondu calmement en m'asseyant en face d'elle. C'est l'objectif. L'anéantissement. Quelles sont nos premières mesures? Pendant les 2 heures qui ont suivi, nous avons mis au point notre stratégie sur un grand tableau blanc dans son bureau. Nous avons passé en revue les actifs, les actions, les titres de propriété et la jurisprudence. Lorraine s'est montrée brillante, proposant des pistes auxquelles je n'aurais même pas pensé. Ton contrat de mariage est fragile, comme il l'a souligné, a-t-elle confirmé. Mais son comportement frauduleux et sa tentative de bigamie le rendent presque caduque. Nous pouvons plaider pour une répartition des biens totalement inégalitaire en raison de sa conduite scandaleuse. Ensuite, j'ai mis à exécution les instructions données à mon banquier. J'ai passé 1 heure à la banque à signer de nombreux documents. Tout accès au compte joint a été supprimé. Mon patrimoine, mon salaire, l'intégralité de mes finances ont été transférées vers des fiducies et de nouveaux comptes, formant une forteresse que Grégory et ma famille ne pourraient jamais atteindre. Le prix à payer pour avoir tenté de détruire ma vie allait être terrible. Puis les déménageurs sont arrivés. Je les ai accueillis à la maison cet après-midi-là. C'était une équipe de 4 hommes costauds et silencieux. Mes instructions étaient simples. Prenez les photos, les meubles, la collection de tableaux, ai-je dit à leur chef d'équipe. Emportez les tapis de table, l'électroménager. Prenez tout ce qui a été acheté ces 3 dernières années. J'ai les factures, ce qui représentait, bien entendu, la quasi-totalité de la maison. Ne laissez que les objets que M. Williams a apportés lui-même dans ce mariage. Le chef d'équipe, un homme corpulent au regard doux, m'a regardé avec une lueur de compréhension et de sympathie. « Bien, madame », a-t-il dit doucement. Pendant les 5 heures qui ont suivi, j'ai regardé ma vie conjugale être enveloppée dans des couvertures, mise en carton et chargée dans un camion. La maison paraissait de plus en plus vide, l'écho de leur pas résonnant plus fort dans les pièces désertes. Lorsqu'ils ont eu terminé, il ne restait presque rien, une lampe de lecture bon marché et tordue de son côté du lit, un vieux fauteuil usé et qu'il avait apporté de son studio d'étudiant, et un carton de vieux livres de poche. C'était tout. L'intégralité de sa contribution à notre foyer. Après le départ des déménageurs, j'ai parcouru les pièces vides et silencieuses. Je suis allé dans le garage et j'ai récupéré une bombe de peinture rouge achetée sur le trajet depuis l'aéroport. Sur le grand mur dénudé du salon, à l'endroit exact où était suspendu notre portrait de mariage démesuré, j'ai écrit un seul mot en lettres capitales, agressive et dégoulinante, menteur. Le sifflement de la bombe et l'odeur âcre de la peinture m'ont procuré une satisfaction étrange. Un cri viscéral devenu visible. Enfin, j'ai récupéré mon dossier et je me suis installé au comptoir de la cuisine désormais vide. J'ai sorti un dossier que je gardais sous clé dans un coffre-fort depuis des années. C'était ma police d'assurance, celle que j'avais espéré ne jamais avoir à utiliser. Mes parents, malgré leurs grands airs sur leur réputation, cachaient bien des secrets, la liaison de mon père avec une collègue de son ancien bureau, l'habitude de ma mère de détourner les fonds de l'association caritative locale qu'elle dirigeait. Et leur longue pratique de l'évasion fiscale ingénieuse. Je détenais les courriels, les documents, les preuves. J'avais gardé leur secret par un sens bien mal placé de la loyauté familiale. Cette loyauté était désormais morte.
Tout comme ils ne se sont pas souciés de ma réputation, ai-je dit à la maison vide, je ne me soucierai pas de la leur. J'ai rassemblé le tout dans un dossier clair et accablant. Le lendemain, j'ai signé les documents officiels avec l'agent immobilier pour mettre la maison en vente rapide. Je veux me libérer de ce lieu de trahison le plus vite possible, lui ai-je dit. Une fois tous les préparatifs achevés, j'ai déménagé mes effets essentiels dans un nouvel appartement moderne et extrêmement confidentiel en centre-ville, que j'avais déjà loué. Je n'ai révélé mon adresse à personne. J'ai totalement effacé les traces de mon ancienne vie. Et puis j'ai attendu. J'ai attendu le jour où les jeunes mariés et leurs supporters rentreraient de leur paradis. Ce jour-là, j'étais au travail. J'étais en pleine réunion de haut niveau pour discuter des projections du marché, parfaitement concentré. Je ressentais un sentiment tranquille de puissance et de contrôle, une sensation qui avait trop longtemps manqué à ma vie personnelle. J'avais demandé à Lorraine de m'envoyer un message au moment précis de leur arrivée. Vers 15 heures, mon téléphone a vibré silencieusement sur la table. J'ai jeté un coup d'œil, ils sont là. La représentation commence. J'ai bu une gorgée d'eau lentement, un mince sourire froid sur les lèvres, puis je me suis replongé dans la présentation. Lorsque Grégory, Heather et mes parents, tout bronzés et hilars après leur voyage prolongé à Hawaï, sont arrivés devant la maison, le premier signe que quelque chose n'allait pas fut le panneau « à vendre » sur la pelouse. Et pas n'importe quel panneau, mais un modèle flanqué d'un grand bandeau « vente en cours ». Leurs rires se sont éteints. Perplexes, ils ont utilisé la clé de Grégory pour ouvrir la porte d'entrée. La première chose qu'ils ont vue fut le hall d'entrée vide et immense, et ce mot rouge écrit à la hâte qui leur hurlait dessus depuis le mur du salon, « menteur ». Avec prudence, comme s'ils pénétraient dans une maison hantée, ils se sont avancés dans le salon désert. L'écho de leurs pas résonnait sur les murs nus. Au centre exact de cette immense pièce vide trônait une unique table en bois lourd, comme une île au milieu d'un océan de vide. Dessus, des documents de divorce et une liasse de papiers financiers étaient disposés en piles impeccables. Et debout à côté de la table, vêtu d'un tailleur gris foncé impeccable de grande marque, l'expression froide et impassible, se tenait Lorraine Vance. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Où est Audrey? A demandé Grégory, la voix mêlée de confusion et de panique. Lorraine a expliqué la situation calmement, d'un ton clair et précis qui a rompu le silence de plomb. Mademoiselle Audrey Montgomery c'est tout, dit-elle en employant délibérément mon nom de jeune fille, y compris pour la cérémonie à Hawaï. Elle a sorti une tablette de ses affaires, sans se presser. Elle a lancé la lecture. La vidéo que j'avais prise dans la chapelle a envahi l'écran, le son de leurs vœux traîtres et de leurs chuchotements complices résonnant de manière dérangeante dans la maison vide. Le visage de Heather s'est décomposé. Elle semblait sur le point de vomir. Mes parents étaient totalement sans voix, la bouche grande ouverte d'incrédulité. Où est-elle? A demandé Grégory d'une voix paniquée et brisée. Je dois lui parler. C'est un malentendu. Il n'y a aucun malentendu, a répliqué froidement Lorraine en mettant la vidéo sur pause. Et vous n'avez plus le privilège de vous adresser à mademoiselle Montgomery. Elle m'a chargé de gérer l'intégralité des communications. Elle ne reviendra pas dans vos vies. C'est votre ultime contact. Elle a désigné du doigt la pile de dossiers sur la table. Voici les documents du divorce. Mademoiselle Montgomery lance la procédure pour cause d'adultère et de fraude. Sur la table, vous trouverez également les relevés bancaires attestant que tous les comptes joints ont été clôturés et que tous les actifs personnels de mademoiselle Montgomery ont été sécurisés. C'est une réponse légitime et immédiate à vos agissements frauduleux. Elle a ensuite tourné son regard froid vers mes parents. Vous trouverez également ici les documents mettant officiellement fin à tout soutien financier. Mademoiselle Montgomery ne paiera plus votre hypothèque, vos factures médicales, et ne complétera plus vos revenus. Cette aide est définitivement terminée. Elle a laissé planer un silence avant de poursuivre. De plus, des dispositions ont été prises pour que certaines informations concernant vos dettes dissimulées et vos activités financières suspectes soient rendues publiques dans votre entourage si vous tentez de contester la moindre décision. Je détiens ici un dossier, dit-elle en tapotant une chemise cartonnée épaisse posée sur la table, détaillant vos malversations avec les fonds caritatifs et vos antécédents d'évasion fiscale. Il est prêt à être transmis au fisc et au procureur de district. Toutefois, la divulgation de ces informations, elle a marqué une pause pour laisser peser la menace, dépendra de votre coopération totale et immédiate. Elle s'est ensuite tournée vers les jeunes mariés horrifiés. Quant à votre mariage, il est bien sûr juridiquement nul.
La bigamie par une personne déjà mariée n'est pas reconnue dans cet État. En réalité, a-t-elle ajouté d'une voix plus basse, c'est un acte passible de sanctions pénales, y compris d'une peine de prison. Grégory est devenu livide, comme s'il allait s'effondrer. Je veux parler à Audrey, a fini par gémir ma mère, la voix tremblante. C'est notre fille. Elle ne peut pas nous faire ça. Malheureusement, elle ne vous considère plus comme ses parents, a répondu Lorraine d'un ton neutre. Laissez-moi vous transmettre ses propres mots, le lien du sang est un hasard, mais la trahison est un choix. Vous avez fait votre choix. Je fais le mien aujourd'hui. Grégory a tenté de parler, une lueur de colère dans les yeux. C'est une blague. Elle bluffe. À ce sujet, veuillez jeter un coup d'œil à ceci, a dit Lorraine, en sortant un dernier document de sa mallette. C'était une lettre officielle, une notification de la direction des ressources humaines de mon entreprise, envoyée en copie au responsable de la déontologie de sa banque. Une enquête officielle avait été ouverte auprès de son employeur concernant de sérieux doutes sur l'intégrité, la moralité et la conduite potentiellement délictueuse de M. Williams. Votre poste à la banque et l'intégralité de votre carrière dans la finance sont désormais compromis, l'a informé calmement Lorraine. Si vous décidez de contester ce divorce d'une manière ou d'une autre, Mademoiselle Montgomery diffusera toutes les preuves contenues sur cette tablette aux médias. À vous de choisir. Alors qu'il se tenait là, totalement abattu et vaincu, 2 vigiles en uniforme que j'avais engagés sont apparus silencieusement à la porte d'entrée. Lorraine les a désignés d'un geste. Ces messieurs vont vous accompagner pendant que vous récupérez les effets personnels qui vous appartiennent encore ici. Vous disposez de 24 heures pour quitter les lieux. La maison est sous compromis et les nouveaux propriétaires en prendront possession la semaine prochaine. Leur plan échafaudé, tout leur avenir bâti sur mon argent et ma confiance, s'était effondré en un instant. Ils se retrouvaient sans rien d'autre que les vêtements qu'ils portaient, face aux conséquences de leur cupidité et de leur trahison sans limite. 2 ans ont passé. La vue depuis mon nouveau bureau était encore plus impressionnante. J'étais désormais vice-présidente d'une importante société d'investissement à Manhattan, ayant accepté une promotion et une mutation avantageuse. La ligne d'horizon de la ville, panorama saisissant d'ambition et de lumière, se dessinait à travers les baies vitrées de mon bureau d'angle. C'était un rappel quotidien de ma nouvelle existence, une vie que j'avais construite selon mes propres règles. Je m'appelais à nouveau Audrey Montgomery, et c'était un soulagement immense. La douleur du passé ne s'était pas évanouie du jour au lendemain. Elle avait laissé des traces. Durant la première année, j'ai consulté une excellente psychologue 1 fois par semaine. Nous avons évoqué les années de manipulation affective de la part de ma famille, le choc immense de leur trahison. Elle m'a aidé à comprendre que leurs actes étaient le reflet de leurs propres failles, et non la mesure de ma valeur. Elle m'a appris à refaire confiance, à commencer par avoir confiance en moi. La vraie force, avais-je écrit dans mon journal après une séance, c'est d'avoir le courage de se défendre, même si l'on se retrouve seul. Un après-midi, on a frappé doucement à la porte de mon bureau. Entrez, ai-je répondu, levant les yeux d'un dossier. Un homme au sourire chaleureux et au regard bienveillant a passé la tête par l'entrebâillement. Je venais juste confirmer notre déjeuner avant la réunion du conseil d'administration. Russell Croft m'a souri. Il était professeur titulaire d'histoire économique à l'université Columbia. Un homme brillant, plein d'humour et d'une grande douceur que j'avais rencontré lors d'un séminaire financier 1 an plus tôt. Nous avions commencé par un simple café, puis un dîner, et enfin des week-ends à explorer la ville ensemble. Il partageait désormais ma vie. Bien sûr, je n'ai pas oublié. Je lui ai rendu son sourire, un geste devenu simple et naturel. Sa présence apportait une paix et une stabilité que je n'avais jamais connues auparavant. Il m'aimait pour mon esprit, mon humour acéré, ma force de caractère. Il ne s'est jamais soucié de ma situation financière. Avec lui, je me sentais écouté, aimé pour ce que j'étais, et non pour ce que je possédais. Ce week-end-là, j'ai organisé un barbecue dans le jardin de ma nouvelle maison, dans une banlieue calme et verdoyante en dehors de la ville. Ce n'était pas une demeure somptueuse, mais elle m'appartenait, baignée de lumière, de rire et de bons petits plats. J'étais entouré des personnes que j'avais choisies pour former ma véritable famille, mes amis fidèles, des collègues respectés, et Russell, qui se tenait à mes côtés, sa main posée avec tendresse dans le bas de mon dos. Portons un toast, ai-je dit, en levant ma coupe de champagne dont les bulles pétillaient sous le soleil de fin d'après-midi. Au nouveau départ, aux familles de cœur, et au courage de choisir son propre bonheur.
Tout le monde a trinqué, leur voix formant un écho chaleureux d'affection. En observant leur visage souriant, j'ai enfin compris une vérité fondamentale, la vraie famille ne se définit pas par les liens du sang ou un nom de famille partagé. Elle réside dans les relations que l'on construit, celles où les gens nous respectent, nous soutiennent et reconnaissent notre valeur de manière inconditionnelle. Avant de me rendre à ce déjeuner décisif avec Russell, j'avais entrepris de ranger mon bureau et j'étais tombé sur une petite coupure de presse d'un journal de la banlieue de Chicago, envoyé par un ancien camarade d'université qui vivait là-bas. Je ne l'avais pas gardé par malveillance, mais comme un rappel discret. Ce n'était pas un grand article, juste quelques paragraphes dans la rubrique locale. Il décrivait la dure réalité à laquelle mon ancienne famille était désormais confrontée. Ils s'étaient installés dans une banlieue morne de Chicago pour fuir la honte et leurs créanciers. Gregory ne s'était jamais remis sur le plan professionnel. Sa réputation dans le secteur très fermé de la banque était définitivement détruite. L'article mentionnait qu'il travaillait désormais comme chef d'équipe mal payé dans une grande enseigne de distribution. Une photo le montrait vêtu d'un costume bon marché, le visage fatigué et résigné. Heather, dont la beauté d'autrefois s'était effacée sous le poids de la fatigue et des regrets, travaillait comme caissière de supermarché pour joindre les deux bouts. À quoi pensions-nous, aurait-elle demandé à une ancienne amie qui s'était confiée au journal. C'était comme un rêve, et puis le rêve a pris fin. Mes parents avaient eux aussi été rattrapés par la réalité. Privés de mon soutien financier, ils avaient dû déclarer faillite. Ils avaient vendu leur maison pour rembourser leurs dettes et vivaient désormais dans un petit logement social pour personnes âgées. Leur réputation mondaine s'était effondrée après la fuite de leurs secrets dans leur communauté. Leurs anciens amis s'étaient détournés d'eux. Ils devaient affronter une vieillesse solitaire et amère, une prison qu'ils avaient bâtie de leurs propres mains, brique par brique, par leur cupidité. Je ne leur avais pas totalement pardonné. J'ignore si j'y parviendrai un jour. Le pardon est une démarche complexe, mais la colère, cette rage brûlante qui m'avait habité, s'était muée en une tranquille détermination. J'avais tiré les leçons de leur trahison. J'en étais ressorti plus forte, plus sage et plus clairvoyante. J'avais appris que l'on peut et que l'on doit choisir de s'entourer de personnes qui estiment notre valeur et la respectent. Ce jour-là, alors que Russell me serrait la main sous la table pendant le déjeuner, notre conversation passant simplement de théories économiques à nos projets pour le week-end, j'ai souri. Un sourire sincère, qui illuminait mon regard. Les liens du sang sont un hasard. Les véritables liens, ceux qui comptent, sont un choix. Ma nouvelle vie a commencé à l'instant même où j'ai décidé de prendre conscience de ma propre valeur, d'exiger le respect et de construire des relations authentiques et sincères. Des cendres de cette terrible trahison, j'avais tiré non pas une simple vengeance, mais quelque chose de bien plus précieux et de bien plus durable, un bonheur véritable et une paix que je n'aurais jamais cru possible. Merci d'avoir écouté mon histoire. Ce ne fut pas facile à partager, et il m'a fallu beaucoup de temps pour pouvoir la raconter sans ressentir la morsure du passé. Mais s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que nous sommes tous bien plus forts que nous ne le pensons. Si vous avez traversé une épreuve similaire ou si ce récit a résonné en vous d'une quelconque manière, n'hésitez pas à partager votre sentiment dans les commentaires ci-dessous. Vos parcours comptent et votre force est une source d'inspiration. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour d'autres récits. Cela compte énormément pour moi.